Nous, les avocats fiscalistes, notre but, c'est pas de sortir nos clients de France. Moi, à chaque fois qu'un client me dit « je me barre en Italie », c'est un crève-cœur. Je perds un dossier, en plus. Alors, je vais peut-être lui facturer 10 000 € sa déclaration d'exit tax, mais après, c'est terminé. Moi, je préfère qu'il reste en France, qu'il me paye des honoraires et qu'il vous paye des impôts. Voilà. Sur les contrats d'assurance vie et la trésorerie des holdings que l'administration voulait prendre en compte pour torpiller le plafonnement de l'ISF, ça a été jugé inconstitutionnel pour cette raison. C'est au visa de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Moi, je pense, à titre personnel, que si cette digue cède et que vous pouvez mettre en place tous les systèmes pour taxer les revenus latents au sein des structures capitalisantes en France, eh bien moi j'anticipe que mes clients vont se barrer. Je vous le dis comme ça, on va vivre la même chose que ce qui s'est passé en 1995 quand Alain Juppé a plafonné le plafonnement de l'ISF. Il y a eu une sortie massive de riches contribuables de France. Et malheureusement, ils ne sont pas tous revenus. Simplement, peut-être, aujourd'hui, on aura la capacité de vous apporter un éclairage au regard non seulement de notre pratique, mais si ça vous intéresse aussi, et je pense que c'est le cas, aussi du ressenti que peuvent avoir nos clients et de faire un peu l'ambassadeur de ce qu'ils ne peuvent pas toujours vous exprimer directement. Oui, pour votre information, on s'intéresse grosso modo au 0,1% qui a le revenu fiscal le plus élevé et au 0,1% qui a le patrimoine le plus élevé, à supposer qu'on ait des statistiques précises sur ce deuxième volet. Elles sont beaucoup plus précises sur le premier que sur le second. S'agissant des demandes de vos clients, quelles sont les principales préoccupations de votre clientèle lorsqu'elle vous consulte? C'est des problèmes de transmission, vous les avez évoqués, de payer le moins d'impôts possible, des problèmes de mobilité internationale, des problèmes de rendement de leur patrimoine, et quelle place occupe la recherche de l'optimisation fiscale dans ces demandes? Je pense que le premier rôle pour lequel nous sommes sollicités, c'est déjà un rôle de clarification. C'est-à-dire que les textes fiscaux sont complexes. Je prendrai comme exemple l'IFI, par exemple. La grille d'entrée des nouveaux clients, c'est généralement mettre je paye trop d'impôts, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, quand on reçoit un nouveau client qui a ce type de demande, ce que je leur recommande, c'est de faire un audit patrimonial pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc on leur vend cet audit patrimonial et après on leur donne des conseils pour évidemment optimiser le sujet qui nous concerne. Moi je n'optimise pas la gestion de mes clients, j'optimise la fiscalité qui les concerne, que ce soit bien clair. Après, pour les clients qui existent, que j'ai déjà, on fait leur déclaration, on prépare la transmission de leur patrimoine, on optimise, alors que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, dans le cadre d'une cession, une cession d'entreprise, une cession d'immeuble. On structure aussi leurs investissements, quand ils veulent investir notamment dans l'immobilier. Et puis, on les aide à quitter la France, qui est toujours un crève-cœur pour nous, ou au contraire, s'y installer. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs fait un petit podcast au titre provocateur. La France est un paradis fiscal dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure. Quels sont aujourd'hui les principaux leviers d'optimisation fiscale utilisés par vous-même, les avocats conseils fiscaux, pour les ménages les plus aisés en termes de revenus, voire ou en termes de patrimoine? Quels sont ceux que vous proposez aux clients les plus aisés? En particulier, est-ce que le régime, par exemple, de location des meublés, enfin le MNNP, le pacte Dutreil, le dispositif d'apport-cession, les contrats d'assurance vie, les PER, pour donner 4-5 des principaux dispositifs, nous semble-t-il, qui posent question en termes fiscaux. Alors, je tiens juste à préciser que la LMP, ça ne concerne pas nos clients. Hein. LMNP, pardon. Moi, j'en ai qui utilisent la LMP, la location meublée professionnelle, la para-hôtellerie. Ça, par contre, ça peut être un vecteur plus porteur d'optimisation. Le Dutreil, oui, je confirme, c'est le dernier outil qui nous reste avant l'exil fiscal, hein, avant le départ en Italie. Donc, celui-là, on y tient. En tout cas, eux y tiennent. Il est très, très important. L'apport-cession, moi, j'en fais pas beaucoup parce que je dirais que c'est généralement... ça concerne les serial entrepreneurs qui vendent leur boîte en cours de vie à 40, 45 ans, 50 ans, qui veulent rebondir. J'en ai eu beaucoup, maintenant j'en ai moins. C'est peut-être parce que moi aussi je vieillis, et donc je vieillis avec mes clients, et quand ils vendent leur boîte, après c'est terminé. Donc on a fait un du travail avant, s'ils sont venus me voir suffisamment tôt. Sinon on aura fait une donation-cession pour essayer d'optimiser la fiscalité de la plus-value. Et puis ce qui est important, c'est la structuration des investissements immobiliers. Ça, c'est quand même... on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant « je suis matraqué, j'ai 70% d'impôts entre les revenus fonciers et l'IFI, etc. Je
j'ai plus rien. Et là, on peut restructurer leur patrimoine immobilier pour l'encapsuler dans des structures à l'impôt sur les sociétés, pour leur redonner un peu d'air fiscal, généralement avec des opérations de refinancement qui leur permettent de dégager du cash pour financer leur train de vie ou financer d'autres types d'investissements. Donc, vos clients ont beaucoup de structures à l'IS en général. Vous parlez d'immobilier. Oui, l'impôt sur les sociétés est assez recherché parce que le problème de l'immobilier, c'est sûr que l'idée de sortir en plus-value des particuliers au bout de 30 ans sans payer d'impôt est séduisante, mais enfin, pendant 30 ans, on va souffrir. On va souffrir à l'acquisition, on va souffrir à la détention. Donc l'impôt sur les sociétés est quand même une solution qui est assez recherchée, oui. Après, on sait faire un petit peu mieux, mais bon, ça, on va le garder pour nous. Mais quand vous conseillez à des clients de faire des structures à l'IS immobilier, ils acceptent le fait que le jour où ils vendront, ils paieront l'impôt sur la distribution, peut-être l'impôt sur la liquidation. Ils ont certes amorti leur immobilier, on ne peut pas avoir été, donc ils en assument complètement, je dirais, cette vision, puisque ça peut, entre guillemets, le profit théorique que l'on pourrait avoir avec une exonération au bout de 30 ans quand on n'a plus value des particuliers, donc l'arbitrage, ils acceptent de perdre 50% de la valeur ou même plus. Un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras, vous savez. Et puis, il y a une dimension dont on n'a pas parlé sur les structurations immobilières, c'est le plafonnement de l'IFI. Une fois que vous avez encapsulé tous vos revenus dans une structure opaque, vous pouvez jouer une stratégie de plafonnement et plus payer d'impôts du tout. Et vivre sur votre compte courant. Ça, c'est un sujet dont on va reparler, je suppose. On a aujourd'hui estimé à peu près que 13 000 millionnaires ne payaient pas d'impôt sur le revenu, mais payaient un impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que vous avez ce type de clients chez vous? Est-ce que vous connaissez des millionnaires qui ne payent pas d'impôt sur le revenu? Et selon vous, à quelle situation cela correspond, puisque on est encore en train de chercher qui sont ces 13 000 millionnaires? En fait, je vous ai déjà répondu. Ce sont des gens qui ont des structures capitalisantes, qui vivent sur un compte courant. Un compte courant, quand il est remboursé par la société, il n'y a pas d'impôt. Comme c'est un remboursement sans impôt, il n'y a pas de revenu. Et comme il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière. Donc il n'y a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune immobilière. C'est comme ça que les très très riches supportent de rester en France. Vous avez qualifié la France de paradis fiscal par rapport à nos voisins. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez dit ça, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, je l'ai dit, la France, mais on va revenir dessus, mais la France a cette chance d'avoir une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fasse partie de notre Constitution. Et dans cette déclaration des droits de l'homme, il y a un article 13 sur le consentement à l'impôt et les capacités contributives. Cette norme constitutionnelle interdit aux législateurs, sauf schéma abusif, de taxer des revenus latents. Et donc, si vous vous organisez pour ne pas avoir de revenus latents, ou plutôt d'encapsuler des revenus dans des structures type assurance-vie ou holding à l'impôt sur les sociétés, si vous n'avez aucun revenu personnel, vous ne payez pas d'impôt, et ça en toute légalité, et je dirais même en toute constitutionnalité. Et ça, c'est très différent de chez nos voisins. Les Néerlandais ont une taxation latente des revenus de leur capital qu'ils ont substitué à leur impôt sur la fortune de l'époque. Les Suisses vous taxent sur vos revenus notionnels, que vous les distribuiez ou pas. Tout ça parce que leur norme supérieure le leur permet. Chez nous, c'est pas possible. Je suis citoyen helvétique, donc la Suisse, je connais bien. L'impôt dans les villes où il fait bon vivre, comme Genève ou Lausanne, quand on parle français, c'est pas un impôt qui est neutre. Hein. Ça coûte cher d'être en Suisse, sauf si vous bénéficiez d'un régime particulier qui s'appelle le régime du forfait, qui est réservé uniquement aux étrangers. C'est-à-dire que les Suisses importent des riches, mais perdent leurs riches. Les riches suisses se barrent de Suisse. Il faut le savoir. Ils vont... en France peut-être d'ailleurs, j'en ai fait revenir certains. L'île Maurice leur en prend beaucoup. Enfin voilà, il faut savoir que les Suisses perdent leurs riches. Oui, vous venez de faire référence, cher confrère, à la notion de compte courant. J'avais pas du tout d'idée d'un lien avec la fiscalité. Je comprends l'idée que quand je prélève sur mon compte courant, je ne prélève pas des revenus. Mais je ne vois pas très bien en quoi ça interfère sur notre sujet. Dans mon esprit, le compte courant, positif que je peux avoir, c'est de l'argent que j'ai apporté à la société. Je vois mal comment je me constitue un compte courant sur des revenus non distribués. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi l'usage du compte courant est un moyen de contourner la fiscalisation des flux financiers ? Soyons très clairs, sur le compte courant que j'ai constitué, j'ai payé de l'impôt. Enfin, mon client a payé de l'impôt.
Par exemple, il a vendu un actif. Il a vendu un immeuble sur lequel il a payé un impôt sur les plus-values. Avec cet argent, il va créer une structure à l'impôt sur les sociétés, par exemple une société civile à l'IS qui opte pour l'impôt sur les sociétés au capital de 1 000 €, et il va mettre en compte courant de l'argent sur lequel il aura donc payé d'impôts, et l'ensemble de cet argent va travailler, va peut-être être investi dans l'immobilier, qui va produire des loyers, et le contribuable, plutôt que de faire une distribution de dividendes par la société, va faire un remboursement de son compte courant. Un apport initial. Tout à fait, voilà. S'agissant de la mobilité fiscale de vos clients, puisque vous vous intéressez à l'importation comme à l'exportation de certaines grandes fortunes, comme vous l'avez dit, alors cette question s'adresse à Monsieur Dedieu. Vous avez rédigé plusieurs tribunes portant sur l'exit tax. Et dans votre pratique, ce dispositif vous paraît-il efficace? Et y a-t-il, s'il n'est pas efficace, des pistes d'amélioration? Juste pour vous dire que chaque pays a sa compétence fiscale. Quand on quitte la France, on entre dans la compétence fiscale d'un autre pays. Il y a des libertés communautaires qui visent à rendre ça fluide. Mais évidemment, avec la limite de l'abus. Partir de son pays juste pour éviter l'impôt, ce serait abusif. Et donc, l'exit tax est une mesure d'application de la liberté communautaire, une mesure anti-abus, qui elle-même est encadrée. C'est-à-dire que on veut éviter les délocalisations temporaires juste pour. Mais l'idée, c'est pas quand même d'aller fouiller la poche de quelqu'un qui a quitté la France depuis 14 ans pour lui piquer un impôt sur les plus-values alors qu'il est parti depuis quand même très très longtemps. Et c'est pour ça que ce délai de 5 ans me paraît conforme à l'esprit de la liberté de circulation des personnes en tant que règle anti-abus. Mais si on revenait à 15 ans, là, je pense sincèrement que c'est trop long vis-à-vis de l'objectif de cette loi qui est de dissuader les gens de faire des expatriations de complaisance juste pour. Vous ne pensez pas que le délai de 2 ans, ou de 5 ans, lui, à contrario, est un peu trop court? Non, je le trouve adapté. Sur l'exit tax, si je peux me permettre, j'ai gagné un arrêt devant le Conseil d'État sur la rétroactivité de l'exit tax l'année dernière. Vous savez que lorsque l'exit tax a été réintroduit, il était rétroactif au 3 mars. Et pour un départ au sein de l'Union européenne, j'ai fait condamner cette rétroactivité et elle a été portée au 15 mai, qui était le dépôt du projet de loi de finances. Ça a été jugé par le Conseil d'État. Mais à cette occasion, le Conseil d'État a dit des choses intéressantes, en estimant que finalement, les grands principes du droit communautaire s'appliquaient lorsqu'était mis en œuvre un dispositif qui était susceptible de porter atteinte à une liberté communautaire, ce qui est le cas de l'exit tax. Et je pense que sous l'empire de cette jurisprudence, un retour à 15 ans serait probablement jugé contraire à la liberté de circulation des personnes. Alors, j'en viens à votre voisin. Monsieur Bornhauser, dans 2 articles publiés sur le blog de votre cabinet, vous soutenez que la taxe holding, dans sa version initialement proposée par le gouvernement, et dans celle finalement adoptée en LFI pour 2026, soulève des difficultés tant au regard de la Constitution que du droit de l'Union européenne. Moi, j'ai identifié 2 sujets. Le premier, c'est le taux de la taxe. Ce taux de 20% pourrait être considéré comme confiscatoire lorsqu'il s'applique sur des actifs ayant un rendement très inférieur, comme par exemple l'immobilier. Je vous rappelle que cette taxe s'applique sur des immeubles qui ne sont pas mis en location ou à des conditions différentes, inférieures au marché, et qui sont utilisés par les dirigeants. Prendre 20% de la valeur de l'immeuble, c'est juste délirant, excusez-moi. Et je ne suis pas sûr que le fameux article 13 de la Déclaration des droits de l'homme sur les capacités contributives, le Conseil constitutionnel ne mettrait pas le haut là. Ça, c'est le premier point qui me choque. Le deuxième point, c'est le traitement des métaux précieux. Puisque la loi traite différemment l'or, l'argent physique, versus l'or, l'argent papier. Vous avez de l'or papier, c'est un placement financier, c'est pourtant indexé sur le cours de l'or, mais ce n'est pas dans le champ de la taxe. Vous avez de l'or physique parce que vous n'avez pas confiance dans l'or papier, et paf, c'est 20%. Je pense que là aussi, il y a un problème de discrimination. Ça, c'est sur la version holding française. Et vous avez bien compris que l'esprit du législateur, c'était inciter les gens à distribuer. S'ils ont l'utilité, et ce que vous évoquiez, Maître Dedieu, sur l'investissement, ils n'étaient pas concernés. Je réinvestis dans une entreprise, je n'étais pas concerné. Tel qu'était écrit le texte au départ, alors peut-être qu'il y avait une durée de remontée, mais je trouve que de balayer d'un revers de la main, le but du législateur, c'était de dire, et du gouvernement à l'époque, c'était de dire, on a beaucoup de dividendes qui sont encapsulés dans des holdings,
qui sont utiles pour le développement des opérations de LMBO, de croissance externe et autres, et de réinvestissement. Il n'y a pas de sujet, même dans le cas d'apport-cession qui a été modifié, mais l'intérêt quand même, c'était de dire cet argent qui est placé, qui fait dans des fonds et autres, et qui en quelque sorte, entre guillemets, je fais attention à ce que je dis, n'est pas improductif, mais a tendance à dormir dans ces sociétés, incité à distribuer. Le problème, c'est qu'on a mis en place une flat tax, et cet argent ne circule pas. S'il est investi, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous donne l'esprit politique du choix de dire on incite à créer un frottement fiscal pour que l'argent circule. Voilà, c'est. Vous savez, cet argent, il est temporairement non investi. Mais un taux de placement à 3%, ça n'intéresse pas nos clients. Ils cherchent à investir à des meilleurs taux de rentabilité. Après, il y a des règles de gestion que je ne connais pas. Moi, je suis fiscaliste, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais il paraît qu'il y a des grands équilibres à respecter. Il y a une partie qu'on peut mettre dans des trucs très risqués, d'autres parties qu'on doit mettre dans des trucs très défensifs, etc., etc. Et dans le cadre d'une bonne gestion diversifiée, parce qu'une bonne gestion est diversifiée, on se trouve avec une poche qui, étant mise dans des produits défensifs, donc qui ne rapportent rien, vous, législateurs, vous voulez m'obliger à la distribuer. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Aux États-Unis, certains dispositifs, notamment une taxation spécifique des profits non distribués à un taux de 20%, visent à limiter la rétention des revenus non distribués des sociétés contrôlées. Et l'Irlande a instauré un dispositif de taxation des revenus et plus-values logés au moins 18 mois au sein d'une holding. Trouvez-vous judicieux d'instaurer de tels mécanismes en France, et pour vous, sont-ils juridiquement transposables dans le cadre européen, voire dans le cadre constitutionnel français ? Je crois qu'on vous a déjà répondu, monsieur le rapporteur, sur les contrats d'assurance vie qui étaient et la trésorerie des holdings que l'administration voulait prendre en compte pour torpiller le plafonnement de l'ISF. Ça a été jugé inconstitutionnel pour cette raison. C'est au visa de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et c'est une jurisprudence qui a été réaffirmée à de nombreuses reprises. Donc après, est-ce que le Conseil constitutionnel ne veut pas changer d'avis ? Je sais que le Conseil constitutionnel est capable de changer d'avis. Après, est-ce qu'il serait opportun que le Conseil constitutionnel change d'avis sur ce sujet ? Moi, je pense, à titre personnel, que si cette digue cède et que vous pouvez mettre en place tous les systèmes pour taxer les revenus latents au sein des structures capitalisantes en France, eh bien moi, j'anticipe que mes clients vont se barrer. Monsieur Van Hauser, vous avez affirmé le 5 juin 2024 que, je cite, « La France est un paradis fiscal au motif qu'il serait possible de capitaliser des revenus dans des structures qui payent peu d'impôts, par exemple dans une holding personnelle, faculté qui n'existerait pas ailleurs. » Alors, est-ce que vous estimez que le système fiscal français favorise de manière disproportionnée l'accumulation de capital au sein de structures que vous qualifiez d'opaques ? Le cas échéant, quelle évolution préconiseriez-vous afin d'assurer une imposition plus équitable de ces montages ? Oui, c'était du marketing, mais je suis assez convaincu de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que oui, la France la législation française offre des opportunités qui nous permettent à nous, avocats, d'offrir à nos clients contribuables un cadre à peu près sécurisé qui leur permet de subir une pression fiscale que vous trouvez peut-être déraisonnablement faible, mais qui en tout cas leur permet de vivre chez nous tout en payant, évidemment, en consommant de la TVA, en employant du personnel, en payant des charges sociales, etc. Ces gens sont, de mon point de vue, mieux chez nous qu'en Belgique ou en Italie. Moi, je préfère avoir nos riches à la maison parce que ils ont des enfants, ils ont des familles, ils créent de la richesse, ils en ont créé, les générations suivantes en créent également. Moi, je préfère que ces gens soient résidents fiscaux français. Et c'est aujourd'hui ce que me permet de faire notre Constitution avec ce fameux article 13 de la Déclaration des droits de l'homme. Et oui, on peut vivre sur son patrimoine, mais il ne faut pas oublier que sur l'accumulation de ce patrimoine, on a payé des impôts. Quand on est français, on les a payés en France. On a payé des droits de mutation à titre onéreux quand on a acheté son immobilier. On a payé de l'impôt sur les revenus fonciers ou de l'impôt sur les sociétés sur sa détention. On a payé de l'impôt sur les plus-values sur sa cession. Et on a payé des droits de succession sur sa transmission. Mon cher maître, quand vous avez été élu local, maire pendant 16 ans, il faut bien qu'on ait des contributions pour faire des réalisations. On a besoin de faire de routes, on a besoin de faire des écoles. Tout ça tombe pas du ciel. Donc moi, je veux bien entendre ce que vous dites et je comprends tout à fait ça. Mais il y a un juste milieu. Je dirais, il me semble, les gens reviennent, mais ils vont bénéficier d'un système de santé. Et heureusement pour eux. Donc il y a tout un environnement. C'est pas une vision très étroite de la personne. C'est qu'il faut avoir une vision, me semble-t-il, beaucoup plus entre
éviter le matraquage fiscal et une forme d'équité fiscale, d'équilibre fiscal, je pense qu'il y a quand même un chemin, me semble. Écoutez, si ces gens sont partis, parce que c'est quand même ces gens que j'essaye de faire revenir, bon, c'est quand même louable de les faire revenir. Je suis désolé, parce qu'une fois qu'ils vont être là, ils vont contribuer. Même s'ils contribuent probablement faiblement selon vos critères, ils vont quand même contribuer à la vie économique locale. Maintenant, quand vous me demandez ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation, je suis désolé, mais chacun son rôle. Vous allez trouver des solutions et on verra si elles passeront la rampe du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État ou nous, avocats, dans notre rôle, nous conseillerons et défendrons nos clients contre ces impositions. Mais vous savez, fondamentalement, ne vous méprenez pas, nous sommes vos alliés. Nous, les avocats fiscalistes, notre but, c'est pas de sortir nos clients de France. Moi, à chaque fois qu'un client me dit « je me barre en Italie », c'est un crève-cœur. Je perds un dossier, en plus. Alors, je vais peut-être lui facturer 10 000 € sa déclaration d'exit tax, mais après, c'est terminé. Moi, je préfère qu'il reste en France, qu'il me paye des honoraires et qu'il vous paye des impôts. Voilà. On va passer au dernier bloc, qui est probablement celui qui va peut-être être le plus stimulant intellectuellement. Bon, il s'agit de la fiscalité des personnes les plus aisées. Alors, sur la taxe Zuckman, qui a été conçue comme une contribution différentielle applicable donc au patrimoine excédant 100 millions d'euros, assise sur l'écart entre 2% du dit patrimoine et le montant d'imposition déjà acquitté, c'est-à-dire impôt sur le revenu, IFI et taxe foncière, pour faire simple. Alors les questions sont les suivantes. L'inclusion des biens professionnels dans l'assiette d'une telle contribution, comme le préconise M. Zuckman, vous paraît-elle conforme aux exigences constitutionnelles? Et selon vous, à quel niveau une telle imposition pourrait-elle juger conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en l'absence de mécanisme de plafonnement? Et l'hypothèse d'un taux limité à 0,5% vous semble-t-elle la seule solution envisageable, et avec ou sans plafonnement? Le Conseil constitutionnel a dit que l'absence de plafonnement était constitutionnelle compte tenu de la faiblesse du taux. Donc effectivement, je pense que, compte tenu de cette jurisprudence, une taxe à 0,5% devrait franchir la rampe du Conseil constitutionnel. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a pas longtemps, le gouvernement conservateur britannique a supprimé la règle dite de la remittance basis, qui permettait aux étrangers vivant au Royaume-Uni de ne pas payer d'impôts sur leurs revenus étrangers. Voilà, ou ne payer des impôts que quand c'était rapatrié. Et voilà, il y avait un consensus conservateur et Labour pour supprimer cette taxe. C'est le gouvernement conservateur qui l'a fait, et c'est finalement le gouvernement travailliste qui en a récupéré les pots cassés. Parce qu'à l'époque, ils ont dit, bon, il y a, je ne sais plus combien, 10 000 personnes concernées, on va en perdre une centaine. En fait, ils en ont perdu 6 000. Enfin, ça a été une catastrophe. Nous, on a été ravis, parce qu'on a vu arriver des gens chez nous qui ont dit, bon, ben voilà, c'est terminé, retour au bercail, on n'a pas payé d'impôts sur ces revenus, c'est très bien, on les a capitalisés au Luxembourg, maintenant on va s'installer en France, avec un schéma capitalisant. Mais voilà, il faut faire très très attention aux effets de bord psychologiques. Moi, j'ai toujours en mémoire le plafonnement du plafonnement de 1995, ça a été... il y a eu vraiment une volée de moineaux qui se sont barrés de France. Quand il n'y a pas de solution, ben la solution, c'est de partir. Nous, on fait tout pour les retenir, mais si vous nous enlevez tous les outils, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?